passé. Les marchés s'effondrent. Ce n'est pas possible, ces prix n'ont aucun sens. C'est un bain de sang. Nous assistons à la fin d'une époque. Mais ce n'était pas une catastrophe imprévue, ni une correction naturelle du marché. Derrière les coulisses de la crise financière se tenait un homme qui n'a pas seulement survécu à la tempête, il en a tiré profit. Pas une grande institution, pas un économiste renommé, mais un gestionnaire de fonds spéculatifs avec un objectif simple: tirer le maximum de profit d'un effondrement imminent. Wing Shou, l'un des architectes de la crise des prêts hypothécaires à risque, venait tout juste de contribuer à pousser l'économie mondiale au bord de la ruine. Il a parié sur la bulle immobilière même qui allait dévaster des millions de familles américaines. Et alors que le marché s'effondrait, sa fortune a explosé. Il a été récompensé pour avoir joué le jeu exactement comme il avait été conçu, et il l'a joué mieux que quiconque. Ceci est l'histoire de Wing Shou, l'homme qui a maîtrisé l'art de tirer profit des catastrophes et qui a fini par pleurer à la barre des témoins. En 2008, le système financier mondial vacille au bord du gouffre. Il y a de bons et de mauvais acteurs. Les bons acteurs sont quelques individus comme Michael Burry et Steve Eisman qui voient un seul voit les fissures se former, mais il y a aussi de mauvais acteurs. Ces personnes contribuent activement à une des pires catastrophes financières de l'histoire, tout en gagnant beaucoup d'argent. Et au cœur de tout cela, il y a un personnage dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler: Wing Shou. Si vous avez vu The Big Short, vous savez que le fameux pari de Michael Burry sur l'effondrement du marché immobilier finit par lui rapporter, à lui et à ses investisseurs, des centaines de millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que Michael Burry fait partie de ceux qui reconnaissent la catastrophe imminente, des personnages comme Wing Shou sont à l'opposé. Shou, qui est interprété par l'acteur Byron Mann dans le film, est basé sur une personne réelle qui joue un rôle crucial dans l'aggravation de la crise financière. C'est le genre de gars qui continue la fête, même quand les murs tremblent. L'histoire de Chow commence au début des années 2000 avec sa société, Harding Advisory. Il joue un rôle clé dans la création et la gestion des obligations adossées à des actifs, ou Collateralized Debt Obligation. Si cela vous semble compliqué, ne vous inquiétez pas, nous allons vous l'expliquer. Un Collateralized Debt Obligation est essentiellement un produit financier qui regroupe des milliers d'hypothèques et les vend à des investisseurs. L'émission de Collateralized Debt Obligation a explosé en 2006 et 2007. Il n'y a jamais eu autant de Collateralized Debt Obligation dans le monde auparavant. L'idée, c'est qu'en regroupant beaucoup d'hypothèques différentes, le risque est réparti. Si quelques personnes font défaut sur leur prêt, ce n'est pas grave parce que les autres hypothèques continueront à rapporter. Ou du moins, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Le problème, c'est qu'au milieu des années 2000, le marché immobilier est complètement parti en vrille. Les banques distribuent des prêts hypothécaires à des gens qui peuvent à peine se les permettre, des personnes avec un mauvais crédit ou pas de crédit du tout. Elles commencent même à proposer des prêts ninja. Pas de revenus, pas d'emploi, pas d'actifs. C'est exact, ils accordent enfin des prêts hypothécaires à des gens qui n'ont même pas de salaire régulier. Même si ces prêts sont risqués, les agences de notation, des entreprises comme Moody's et Standard & Poor's, leur attribuent des notes AAA, ce qui est censé signifier qu'il s'agit d'investissements ultra sûrs. Pourquoi les agences de notation font-elles cela? Si elles ne donnent pas aux banques les notes souhaitées, celles-ci iront voir une autre agence. C'est une course vers le bas et personne ne vérifie la qualité de ces Collateralized Debt Obligations. C'est comme vendre à quelqu'un une voiture qui tombe en morceaux, mais en lui disant qu'elle est neuve. Et le pire dans tout ça, le marché de ces actifs toxiques est énorme et Wing Shou fait partie des personnes qui achètent ces lots de prêts risqués et les présentent comme des investissements sûrs à des investisseurs non avertis. Il est comme un intermédiaire dont le travail consiste essentiellement à prendre des tranches triple B, des Collateralized Debt Obligations d'origine, elles-mêmes composées d'obligations hypothécaires subprime, et à les reconditionner en nouvelles piles d'obligations. Il les revend ensuite à des investisseurs non avertis, comme des fonds de pension et des compagnies d'assurance, en achetant de plus en plus d'hypothèques pour les reconditionner et les revendre immédiatement. Les gestionnaires de Collateralized Debt Obligation, comme Wing Shou, contribuent directement à la demande pour ces obligations et les prêts hypothécaires subprime qui les composent.
Cela devient une machine que personne ne sait arrêter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans The Big Short, il y a une scène où Steve Eisman, interprété par Steve Carell, s'assoit avec Chao lors d'une convention hypothécaire à Las Vegas. C'est une version romancée d'un événement réel où Eisman rencontre Chao et se rend compte à quel point la cupidité et la corruption sont profondes. Le personnage d'Eisman, appelé Mark Baum dans le film, part à Las Vegas avec son équipe pour constater directement l'imprudence de l'industrie financière. C'est là qu'il rencontre Chao, le gestionnaire de Collateralized Debt Obligation, qui incarne tout ce qui ne va pas dans le système, mais les Collateralized Debt Obligations sont pour les débutants. Je dois améliorer ces chiffres, ils sont trop bas pour ce secteur. Ça devient beaucoup plus intéressant quand on parle des Collateralized Debt Obligations synthétiques. Tu as parlé de Collateralized Debt Obligation synthétique ? C'est complètement dingue. Non, ce n'est pas fou, c'est génial. Comme si les Collateralized Debt Obligations classiques n'étaient pas déjà assez mauvais, l'industrie financière a aussi créé quelque chose appelé un Collateralized Debt Obligation synthétique. Considérez un Collateralized Debt Obligation synthétique comme un pari sur un autre pari. Il ne repose même pas sur de vraies hypothèques, mais permet de miser sur l'échec des obligations hypothécaires. Dans le film, Eisman panique quand il apprend l'existence des Collateralized Debt Obligations synthétiques pendant la réunion. Et il y a de quoi, le marché des Collateralized Debt Obligations synthétiques est 20 fois plus grand que celui des véritables hypothèques. C'est à ce moment-là qu'Eisman réalise que tout le système financier est sur le point de s'effondrer. C'est un château de cartes construit sur de mauvais prêts, des notations erronées et des paris spéculatifs. Même une petite hausse des défauts de paiement sur les hypothèques pourrait déclencher une réaction en chaîne qui ferait tomber tout le système. Après la crise, la Securities and Exchange Commission l'enquête pour fraude. Il découvre qu'il gagne environ 40 millions de dollars en commission grâce à sa relation douteuse avec Merrill Lynch et un fonds spéculatif appelé Magnetar Capital. Magnetar conçoit des produits financiers risqués qui sont essentiellement conçus pour échouer. Il gagne de l'argent en pariant contre ces produits et Cho les aide à les créer et à les vendre. Le rôle de Cho est de choisir les titres qui composent ces produits, mais il n'agit pas dans l'intérêt de ses investisseurs. Au lieu de cela, il travaille avec Magnetar pour inclure les pires titres possibles, sachant qu'ils échoueront. Il gagne ainsi des millions. La Securities and Exchange Commission découvre cela et l'accuse de fraude. L'affaire est portée devant les tribunaux et pendant le procès, Cho tente de défendre ses actes. Il soutient qu'il ne fait que son travail et qu'il n'avait pas l'intention de tromper qui que ce soit, mais les preuves sont contre lui. Des courriels montrent qu'il sait que ce qu'il fait est mal. À un moment donné, il pleure même à la barre des témoins en disant que les accusations ont ruiné sa vie. Le juge n'est pas convaincu. Cho est interdit d'exercer dans le secteur du conseil en investissement et condamné à une amende de 7 millions de dollars. Mais voici le plus surprenant. Après seulement 1 an, il est autorisé à demander à reprendre ses activités. Cela signifie qu'il pourrait revenir dans le même secteur où il a commis une fraude. Il semble que la punition ne soit pas à la hauteur, à la hauteur du crime. Cho n'en a pas fini pour autant. Il essaye de poursuivre Michael Lewis, l'auteur de The Big Short, et Steve Eisman pour diffamation. Il affirme qu'Eisman déforme leur conversation lors d'un dîner à Las Vegas. Eisman le qualifie de personnage pathétique qui ne comprend pas les produits qu'il vend. Cho affirme que cela ruine sa réputation, mais la plainte n'aboutit pas. Le tribunal ne trouve aucune preuve de diffamation et l'affaire est classée sans suite. Après cela, Cho disparaît en arrière-plan. Il disparaît de la scène publique. Cho n'est pas le seul à avoir profité de la bulle. Le terrier du lapin est bien plus profond et cela peut offrir d'excellentes leçons aux jeunes investisseurs et traders ambitieux. Bill Miller est un gestionnaire vedette de fonds chez Legg Mason. De 1991 à 2005, il surpasse le S&P 500 chaque année, un record inégalé. Il utilise une stratégie contrarienne en investissant dans des entreprises que les autres négligent. Il découvre des gagnants précoces comme Amazon et même le Bitcoin et se forge une réputation comme l'un des meilleurs investisseurs axés sur la valeur. En 2008, la confiance de Miller se retourne contre lui. Il parie gros sur des actions financières juste avant la crise.
L'un de ses paris les plus notoires est d'avoir doublé sa mise sur Bear Stearns, fortement exposé aux prêts hypothécaires subprime. Bear Stearns détient de nombreux titres liés à des créances hypothécaires risquées. Quand le marché immobilier s'effondre, leur valeur baisse fortement. L'entreprise manque alors vite de liquidité, les clients retirant leur argent. La situation devient tellement grave que Bear Stearns se vend à JP Morgan pour une fraction de sa valeur précédente. Même lorsque l'action de Bear Stearns chute de 38%, Miller ne recule pas. Interrogé sur un éventuel nouvel achat d'actions, il a répondu « oui, bien sûr, j'en achèterai plus ». Il est certain que l'entreprise va rebondir, mais ce n'est pas le cas. Bear Stearns s'effondre peu de temps après. Son action passe de $170 en 2007 à seulement $10 lors de la vente à JP Morgan. La réputation de Miller prend un coup énorme. Cela montre la différence entre Miller et personnes comme Steve Eastman. Son action passe de $170 en 2007 à seulement $10 lors de la vente à JP Morgan. La réputation de Miller en prend un coup énorme. Cela montre la différence entre Miller et des personnes comme Steve Eastman. Eastman, l'un des rares à avoir vu venir le crack en 2008. Ils débattent l'un contre l'autre. C'est la confiance de Miller contre l'avertissement d'Eastman. Miller, comme beaucoup à Wall Street, pense que le marché est solide. Il ne voit pas les risques qu'Eastman et d'autres perçoivent. Malgré de lourdes pertes avec Bear Stearns, la carrière de Miller continue. Il fait face à de nombreuses critiques et ses fonds perdent beaucoup d'argent, mais il continue. Il quitte le Legg Mason Value Trust en 2011, mais continue d'investir à travers sa propre société Miller Value Partners. Il reste concentré sur le long terme, sur des investissements à forte conviction à long terme. La pire catastrophe en trading fut une erreur de $9 milliards d'un homme apparemment invincible. Howard Hubler est un trader d'obligations chez Morgan Stanley. Il débute comme trader hypothécaire dans les années 1990 et progresse rapidement. Au milieu des années 2000, il est connu pour prendre de gros risques et faire des paris audacieux. Mais en 2007, il prend une décision qui conduit à l'un des plus grands désastres de trading de l'histoire. Hubler anticipe des problèmes sur le marché des prêts hypothécaires à risque et mise contre ce secteur via des credit default swaps. Ce sont les mêmes instruments financiers que Michael Burry a utilisés pour son célèbre Big Short. Hubler fait gagner des millions à Morgan Stanley lorsque les prêts hypothécaires risqués échouent, mais il commet ensuite une erreur fatale. Il pense que les obligations hypothécaires de meilleure qualité, celles notées AAA, sont sûres et peuvent dû compenser les coûts de ses paris contre les subprimes. Il vend des credit default swaps sur ces obligations supposément sûres. Il croit qu'elles ne chuteront pas, même si le reste du marché s'effondre. C'est sa grande erreur. Lorsque la crise financière frappe en 2008, c'est tout le marché immobilier qui s'effondre, pas seulement la partie subprime. Les obligations notées AAA sur lesquelles il parie ne sont pas du tout sûres. Leur valeur s'effondre et ses pertes explosent. Hubler finit par faire perdre $9 milliards à Morgan Stanley. C'est la 5e plus grande perte de trading de l'histoire. Les finances de la société sont en ruine. Elle ne survit que parce que la réserve fédérale intervient pour la renflouer. Malgré cette perte énorme, Hubler ne subit aucune conséquence grave. Il quitte Morgan Stanley discrètement et crée plus tard sa propre société d'investissement. Mais sa réputation est quelque peu entachée. Son histoire n'est pas aussi connue que d'autres de la crise, comme Michael Burry ou Steve Eastman, mais elle est tout aussi importante. La catastrophe de Hubler montre que même les traders chevronnés peuvent se tromper lorsqu'ils ne comprennent pas pleinement les risques qu'ils prennent. Même les obligations supposées sûres, notées AAA, peuvent être risquées. Les produits financiers complexes exigent toujours une vigilance accrue. Des personnes comme Michael Burry et Steve Eastman voient bas les failles très tôt et parient contre le système. Mais pour chacun d'eux, il y en a des dizaines d'autres, comme Wing Chou et Howard Hubler, qui ont contribué à créer la catastrophe et s'en sortent avec à peine une tape sur les doigts. Le système est, à bien des égards, conçu pour protéger ceux qui le poussent à la limite. Les banques, les agences de notation, les gestionnaires de portefeuille, ils sont tous complices. Et pourtant, ceux qui souffrent le plus sont les gens ordinaires qui perdent leur maison, leur emploi et leurs économies lorsque la bulle éclate. Choisissez de quel côté vous voulez être lors du prochain crack.